Jean-Pierre Page. Voilà, donc à nos amis polonais, on va vous poser un certain nombre de questions. Et la première question qui nous intéresse, c'est de savoir quelles sont vos relations plus particulières avec la Pologne avant d'avoir emprunté le chemin de l'activité syndicale et politique. Je dirais que j'ai une grande tendresse à l'égard de la Pologne parce que c'est la patrie de ma mère, d'une partie de ma famille qui y réside toujours. Mon père a été déporté d'abord en Allemagne puis en Pologne et c'est à cette époque où il a pu s'échapper de son camp que l'offensive de l'armée rouge soviétique s'est développée, que ma famille a été libérée et lui aussi, puisqu'il avait trouvé refuge dans cette famille de Schwenderowitz qui se trouve, comme vous savez, à proximité de Katowice. Et donc, après avoir été libéré, il est tombé amoureux d'une jeune et très belle Polonaise qui était ma mère. Et bon, ils étaient jeunes, ils étaient amoureux, ils se sont mariés en Pologne. J'ai conservé d'ailleurs toujours le livret de famille du consulat français de Katowice. Et ils ont décidé par la suite, alors que la guerre se poursuivait, de rejoindre la France. Ils sont donc partis en Union soviétique dans des conditions assez périlleuses et ils ont rejoint Odessa où ils ont trouvé un bateau qui les a ramenés vers la France au milieu de leur croisière entre guillemets sur la Méditerranée. La fin de la guerre a été annoncée. Donc quand ils sont arrivés en France, ma grand-mère était absolument persuadée que son fils était décédé Ah. et elle a été particulièrement surprise non seulement de Oh, retrouver son fils, mais aussi ah, la femme qui l'accompagnait, voilà, qui était donc ma mère. Moi, je suis né quelque temps plus tard. Ma première visite en Pologne, je l'ai faite en 1956. ah. Et c'était très émouvant parce que, voilà, 10 ans que mes parents avaient quitté la Pologne, à peu près 10 ans qu'ils avaient quitté la Pologne. On a donc à la fois, pour moi, trouvé ma famille, mais aussi j'ai fait à ce moment-là la découverte de ce qu'était la Pologne socialiste, qui était née après la Deuxième Guerre mondiale, une Pologne qui se reconstruisait, et pas seulement qui se reconstruisait, je dirais, matériellement, mais qui se reconstruisait aussi moralement, politiquement, idéologiquement, qui retrouvait un sens à la vie. Et je pense que les gouvernements de cette époque en Pologne ont joué un grand rôle, à mes yeux, pour redonner un sens, une identité, une fierté nationale. Je crois que la Pologne, toute l'histoire de la Pologne est une histoire de résurrection, de restauration et de résurrection. Et je crois qu'après les épreuves qui ont été subies par la Pologne pendant la guerre, le grand mérite de ces gouvernements et le grand mérite du système socialiste, je le pense, c'est d'avoir permis aux Polonais de renaître et de retrouver leur identité nationale. Et vous êtes allé plusieurs fois quand vous étiez jeune en Pologne, si je me Oui, rappelle. j'ai commencé à y aller en 1956. J'avais tout juste 10 ans. Et puis ensuite, très régulièrement, chaque année, je passais souvent mes vacances de Noël à Varsovie, chez mon oncle, et aussi les vacances d'été. Et je me souviens très bien de mes découvertes de Varsovie, du parc Łazienki ou de la vieille ville, du Rynek et de l'allée Marszałkowska Ah oui. que j'ai fréquenté de long en large en écoutant les trams
Et donc toute une ambiance, une atmosphère qui me plaisait beaucoup et qui m'a attaché progressivement, je dirais, année après année, à ce pays qui est un pays tout à fait exceptionnel par son histoire, par sa culture. J'ai beaucoup d'admiration pour ces grandes œuvres de Jan Matejko sur la fierté polonaise, le rôle joué par la Pologne au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et puis aussi la contribution qui a été celle des grands révolutionnaires polonais, que ce soit Kosciuszko ou que ce soit Dąbrowski, que ce soit tous ceux qui ont apporté leur contribution à la fois politique par leur engagement, mais aussi culturel. Je pense évidemment beaucoup à Chopin et à la place qu'il a dans le cœur des Polonais, mais aussi dans le cœur des Français. Mhm. Et y compris, si je me rappelle, vous avez eu des activités professionnelles en Pologne quand jeune. Vous avez un Oui, peu tout à connu fait. le monde du travail polonais. Absolument, parce que c'est tout à fait exact. Mon oncle tenait, et ma mère aussi, tenait beaucoup à ce que je pratique le polonais. Donc, la meilleure façon que mon oncle avait trouvé pour ça, c'était de me faire embaucher à l'hôtel Europejski à Varsovie. Donc, j'ai travaillé pendant quelques mois l'été, pendant les vacances. C'était des vacances très, très professionnelles, en quelque sorte. Mais je travaillais donc, oui, à l'hôtel Europejski, en différentes fonctions, et qui m'obligeaient en quelque sorte à pratiquer la langue polonaise. Et, Et et les relations de travail à l'époque, est-ce que... bah, les relations de travail à l'époque, bon, c'était des relations de travail qui étaient assez, j'allais dire, assez cool, enfin assez détendues. Ah, Bon, assez détendues, ce n'était pas des relations de travail qui, bon, surtout, bah, en plus de ça, j'étais très jeune. Mais j'ai, je me souviens que j'ai été très vite accepté et qu'on m'a beaucoup, on s'est beaucoup occupé de moi, on m'a beaucoup intégré parmi les travailleurs de l'hôtel Europejski, que ce soit les gens qui travaillaient directement à l'hôtel, à la réception ou dans les cuisines. Euh, et ça m'a permis, en tous les cas, grâce à cette aide très, très fraternelle, en quelque sorte, très attentive, très affectueuse, de progresser dans la langue polonaise. Bon, pas au point de parler couramment, bien sûr, mais je me débrouillais et mon oncle considérait que c'était une très très bonne pratique qu'il m'avait imposée. mais on a l'impression à entendre ça que la Pologne de l'époque, c'était une ambiance très détendue, totalement à l'opposé de l'image que les gouvernements polonais actuels donnent de cette époque, qui est présentée comme systématiquement grise quand elle n'est pas noire. Et là, on a plutôt l'impression d'une Oui, ambiance très... c'est une époque, en tous les cas celle qui a précédé les événements que l'on sait à la fin des années 70. C'était une époque où, certes, il y avait des problèmes, mais il y en a, où il y en a-t-il pas, où il y avait des problèmes, mais je crois que les Polonais avaient la capacité de prendre ça, parfois y compris même avec un certain humour, et de vivre les difficultés qui étaient souvent liées à des problèmes qui touchaient à l'administration, un peu tatillonne, un peu bureaucratique, mais on vivait bien. Et moi, je me souviens que dans ma famille, qui était une famille d'origine ouvrière, qui travaillait au combinat de Nova Auta, dans la sidérurgie, les conditions de vie de ma famille étaient bonnes. Et il y avait beaucoup de satisfaction, surtout après
la tragédie qu'avait connue la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait donc un assentiment assez grand à l'orientation politique et économique qui était celle de la Pologne. Bon, certes, les choses ont évolué, et les problèmes politiques de même, et ont débouché sur la crise que l'on sait. Mais je pense qu'on ne peut pas négliger le fait qu'après la Seconde Guerre mondiale et après tous les problèmes qui se sont posés euh, pour la reconstruction de la Pologne, que le système politique a été capable de rendre son unité, sa cohésion, sa fierté aux Polonais. Et ça, je crois que c'est un grand acquis de l'histoire, et le négliger ou le sous-estimer, je trouve que ça serait ne pas être respectueux de l'histoire véritable, de l'histoire vraie. Oui, alors maintenant on va revenir sur un sujet un peu plus intime mais en même temps politique. Quelles étaient les relations de la CGT avec le syndicat Solidarność quand il a été fondé et où évidemment il y avait des différences assez importantes, c'était encore l'époque de la guerre froide. Donc quelles sont les expériences que vous avez tirées de cette période, éventuellement personnelle mais aussi politique bien sûr? Bah, ça a été un événement, je dirais quasiment un tremblement de terre, qui a évidemment influencé considérablement la vie politique internationale, par voie de conséquence la vie syndicale. D'autant plus que le protagoniste était une organisation syndicale, même si elle a ensuite évolué sur des terrains qui n'étaient plus les préoccupations syndicalistes qui étaient affirmées au point de départ par les fondateurs de Solidarność. Donc, je dois dire que les événements qui sont apparus en Pologne à la fin des années 70, pour ce qui me concerne, ne me surprenaient pas beaucoup, dans la mesure où on sentait déjà les tensions, les problèmes, les inquiétudes, qui n'avaient pas forcément une traduction politique dans la mise en cause du système, du système polonais, du système politique en Pologne, mais qui étaient des préoccupations de caractère économique et social, des préoccupations matérielles qui ne trouvaient pas des réponses satisfaisantes. Voilà. Je me souviens très bien d'avoir discuté de ces problèmes avec des dirigeants syndicaux polonais de l'époque. À la fin avant, oui, juste avant en fait, à la fin des années 70, et il se montrait toujours très rassurant. Et ça m'inquiétait la façon dont il se montrait très rassurant. Et j'avais pas tort parce que les événements se sont précipités. Et les premières manifestations à Gdańsk sont apparues, d'ailleurs à cette époque avec des objectifs qui étaient tout à fait des objectifs qui pouvaient parfaitement s'inscrire dans la construction d'un socialisme polonais, puisque je me souviens très bien que les travailleurs des chantiers navals réclamaient pas moins mais plus de socialisme. Bien, donc cette situation qui était aussi confuse a fait émerger une force syndicale qui est rapidement devenue une force politique de contestation, de critique d'abord, puis de contestation ouverte du régime. Au début des années 80, très exactement en 1981, ouais, en 81, il y a eu la première délégation de Solidarność en France, à l'invitation de trois principales centrales syndicales, la CGT, la CFDT, qui entretenaient avec Solidarność des relations de caractère plus privilégié, qui tenaient compte aussi du fait que la CFDT
était à l'origine une organisation de caractère confessionnel, et la Fédération d'éducation nationale. Et alors, moi j'étais jeune dirigeant de la CGT dans mon département du Val-de-Marne, comme je l'ai indiqué, et le secrétaire général de la CGT, qui s'appelait Georges Ségui, m'a contacté et pour me dire la chose suivante: la délégation conduite par Lech Wałęsa va arriver à Orly, nous allons l'accueillir, les 3 secrétaires généraux des confédérations, et on souhaiterait que tu sois présent, et que non seulement que tu sois présent, mais que tu m'aides même jusqu'à l'avion chercher la délégation. Alors j'ai fait ainsi. J'ai organisé aussi une conférence de presse à l'aéroport. Il y avait beaucoup de monde, voilà. Donc j'ai été chercher Lech Wałęsa à l'avion. Et puis il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Il était accompagné d'une délégation dans laquelle il y avait entre autres Bronisław Geremek et d'autres dirigeants de Solidarność. Et donc, il y a eu la conférence de presse. Le Premier ministre à l'époque, qui était le Premier ministre socialiste, François Mitterrand, venait d'être élu président, avait déclaré qu'il recevrait la délégation, d'ailleurs, bon, etc. Et le lendemain, il y a eu une journée, en quelque sorte, de la délégation avec la CGT. Voilà. Alors, elle a été marquée, entre autres, je me souviens très bien, dans l'après-midi, d'une grande assemblée des militants de la CGT de la région parisienne avec la délégation de Solidarność. Et alors là, il y a eu beaucoup de révélations et de surprises, pour certaines totalement inattendues. J'en prendrai une, il y en avait plusieurs, mais j'en prendrai une par exemple qui consacrait qui avait un rapport avec les travailleuses, avec les femmes. Voilà. Il y a beaucoup de militantes de la CGT, sachant que Solidarność était aussi né de l'engagement d'une militante, Valentinović, oui. Qui était née de l'engagement et de la répression d'une militante au chantier naval, avait donc posé naturellement la question: comment voyez-vous le statut de la femme, et de la femme salariée plus particulièrement? Et alors Wałęsa avait eu une réponse absolument qui avait secoué beaucoup de gens, qui avait surpris beaucoup de gens, parce qu'il avait répondu que lui, sa conception, c'était pas celle d'une femme travailleuse à l'usine, en quelque sorte, ou dans un bureau, mais que sa place était à la maison, hein, pour s'occuper du ménage, pour s'occuper des enfants, et pour être une bonne catholique. Alors, évidemment, cette réaction était assez inattendue, et avait surpris beaucoup de gens. Et alors, plus tard, le soir, il y a eu un dîner avec la délégation où j'étais invité. Nous étions très peu. Il y avait Henri Krasuki, qui n'était pas secrétaire général à cette époque, mais qui était secrétaire de la CGT, en quelque sorte le numéro 2, si vous voulez, de la CGT. Et qui avait des liens avec la Pologne. Et qui avait d'autant plus des liens avec la Pologne, qu'il était né en Pologne, qu'il était né dans la banlieue de Varsovie, dans un milieu ouvrier, qu'il avait fui la montée du fascisme en Pologne, avec ses parents qui s'étaient réfugiés à Paris, qui vivaient très modestement dans un quartier populaire de Belleville à Paris. Et Henri Krasuki était une personnalité très très connue et très respectée en France par ses engagements politiques, puisqu'il avait joué un grand rôle dans la résistance, dans la lutte armée à l'occupant fasciste, avait été arrêté et déporté à Auschwitz, comme d'ailleurs une partie de ma famille. Alors il avait été déporté à Auschwitz pour ses activités politiques et son activité de résistance. Il avait échappé à être fusillé tout simplement parce que il avait moins de 18 ans quand il a été arrêté et torturé par les Allemands, et donc envoyé en déportation à Auschwitz. Voilà. Donc nous avions un dîner qui se passait dans un petit restaurant de proximité de la République, rue Jean-Pierre Timbaud, je me souviens très bien,
et à l'angle de la rue Jean-Pierre Timbre ou de la rue Amelot, un petit restaurant qui s'appelait l'Escargot d'Or. Voilà. Alors, à l'Escargot d'Or, nous étions dans une salle qui nous avait été réservée avec le Jaleza, Guérémec, Frachignoc, pardon, et d'autres dirigeants qui étaient présents. Et alors, on a eu une situation qui était un peu, je dirais, presque surréaliste, hein, parce que Wałęsa ne connaissait pas très bien l'histoire de son pays, de l'histoire de la Pologne, et Krasuki, il était assis à côté de Krasuki, évidemment, lui expliquait, lui faisait presque un cours d'histoire. Voilà. Pendant cela, nous avions des discussions, je dirais, plus terre à terre, plus politiques peut-être, pourrait-on dire, avec le reste de la délégation, en particulier avec Guérémec. Et là, on a été très étonnés parce que nous avions des interrogations sur le programme syndical, sur la démarche syndicale, sur la démocratie syndicale, etc., sur le fonctionnement de Solidarność. Visiblement, ces questions-là n'intéressaient pas du tout nos interlocuteurs. Ce qui les intéressait, c'était l'enjeu politique de cette bataille. Et pour résumer, à un moment de la discussion, Guérémec nous a dit très très clairement, le syndicat, c'est pas tant ça notre préoccupation. Notre souci, notre objectif, c'est le pouvoir politique. Voilà. C'est le pouvoir politique et pour nous, Solidarność, c'est un moyen. C'est un moyen pour accéder effectivement au pouvoir politique et réorienter en quelque sorte la Pologne dans une autre direction. C'est-à-dire vers le capitalisme. Qui était la sienne, c'est-à-dire vers un système capitaliste, pro-européen, pro-OTAN, en un mot pro-américain. Ce qui d'ailleurs n'était pas du tout surprenant, puisque nous savions déjà dès cette époque que l'AFL-CIO aux États-Unis participait très activement au financement, à coups de millions de dollars, au financement de Solidarność et des activités de plus en plus politiques de Solidarność, l'AFL-CIO, et quand je dis l'AFL-CIO, c'est ce qu'un dirigeant de l'AFL-CIO lui-même disait, la qualifiant de plutôt AFL-CIA que AFL-CIO. Voilà. Et c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est un dirigeant de l'AFL-CIO de l'époque. Donc, ils nous avaient dit les choses assez brutalement, et ils avaient conclu en quelque sorte en nous disant, c'est clair, pour nous, si vous voulez avoir des relations avec Solidarność, il faut accepter ces injonctions en quelque sorte. Alors, vous les acceptez ou vous les refusez. Si vous les acceptez, vous serez avec nous, sinon vous serez contre nous. Et donc les choses étaient, je dirais, parfaitement claires. Alors bon, par la suite, les choses ont évolué du côté de Solidarność comme l'on sait, c'est-à-dire dans une démarche qui n'avait plus rien à voir avec les préoccupations sociales de départ, ce qui d'ailleurs beaucoup plus tard s'est vérifié à travers les politiques mises en œuvre par les gouvernements qui étaient inspirés ou issus de Solidarność. Bon, je ne m'étendrai pas sur Guérémec, qui lui-même avait été un ancien membre du Parti communiste, mais Guérémec a joué le rôle que l'on sait, en particulier au niveau de l'Union européenne, pour orienter celle-ci en matière de politique étrangère de plus en plus dans un alignement presque parfait de la politique américaine, de la politique des États-Unis. Alors, par la suite, on a vu émerger en Pologne, on a vu émerger une autre force syndicale qui s'appelait l'OPZZ et dont le principal dirigeant était un homme qui s'appelait Miodowicz et que j'ai très bien connu, avec qui j'avais de nombreux contacts, surtout après quand j'ai occupé les responsabilités nationales. Et comme responsable du département international, bon, l'OPZZ et surtout Miodowicz
étaient des gens qui cherchaient à restaurer en quelque sorte une démarche syndicale authentique et surtout à rechercher l'unité et la cohésion du mouvement syndical polonais. Et donc ils n'avaient pas une politique, une orientation d'obstruction à l'égard de Solidarność, mais au contraire de recherche de convergence, parce que la situation évoluant, la dégradation des conditions de vie, des conditions de travail des Polonais devenait de plus en plus une évidence, une réalité de plus en plus brutale. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts à cette époque avec l'OPZZ. Malheureusement, l'OPZZ, par la suite, a suivi une orientation qui était dans le droit fil des illusions social-démocrates qui étaient celles de l'ancien parti au pouvoir. Et finalement, son rôle revendicatif progressivement n'a plus été assumé dans les mêmes conditions, au point qu'elle s'est affaiblie, tout comme d'ailleurs Solidarność s'est affaiblie. J'en tire donc la conclusion que les événements qu'a connus la Pologne, et qui sont des événements qui ont eu aussi des conséquences et des incidences très fortes, puisqu'elles n'ont pas été indifférentes à la chute de l'Union soviétique et à la disparition du camp socialiste en Europe de l'Est. J'en tire la conclusion que, finalement, le bilan est très amer, hein, et le bilan est très négatif, particulièrement négatif pour les Polonais, parce que la force sociale, la force syndicale qui aurait pu exister, qui aurait pu se développer, ce n'a pas été le cas, et aujourd'hui, les travailleurs polonais sont, je dirais, quasiment désarmés par rapport aux politiques que le gouvernement réactionnaire polonais met en place, développe, mais aussi du fait des politiques européennes. Je pense par exemple que le départ massif, l'évasion presque, on pourrait dire, de millions de jeunes Polonais dans l'illusion de trouver un emploi mieux rémunéré dans les pays capitalistes développés en Europe et ailleurs, se traduit aujourd'hui par aussi de nombreux déboires. Et j'ai eu l'occasion une fois dans la fin des années 80, début 90, j'ai eu l'occasion d'aller à Katowice, à l'université de Katowice, pour présenter une conférence sur l'Union européenne. Et je me souviens très bien de la discussion avec les étudiants, où je leur ai fait remarquer que ce qui nous intéressait surtout, nous, Européens, du noyau dur, la locomotive de l'Union européenne, ce qui nous intéressait surtout, c'était l'excellente formation qui avait été celle qu'avait donnée la Pologne socialiste à de nombreux Polonais. Et donc, ce qui nous intéressait beaucoup plus que le développement de la Pologne, c'était la fuite des cerveaux et comment nous pourrions les récupérer et les utiliser pour notre propre économie. Voilà, donc je pense que la Pologne a vécu une période qui a été marquée par beaucoup d'illusions, de déboires, de désenchantements, qui a conduit aussi à une dépolitisation du peuple polonais, à une perte de sa cohésion et de son unité nationale. Donc on pourrait dire que à ce bilan négatif, on pourrait devenir très pessimiste. Mais je ne le suis pas parce que l'histoire nous montre, et en particulier en Pologne, que l'esprit national, l'identité, la culture polonaise, on ne peut pas l'éradiquer
et qu'elle conserve toujours une force et une vitalité qui me fait croire et penser très fort que une nouvelle résurrection, une nouvelle restauration de la Pologne, telle que les Polonais le décideront bien sûr, et quand ils le décideront, est possible et en tous les cas, c'est à mes yeux à l'ordre du jour. Merci. Voilà. Oui, alors au cours de votre vie professionnelle, vous avez été un des cadres du Parti communiste français et chargé à la CGT des relations internationales. Donc vous avez rempli des fonctions très importantes. Comment voyez-vous ce passé? Dans quelle mesure aujourd'hui vous continuez votre activité syndicale et comment vous voyez l'évolution du mouvement syndical dans le monde et en particulier en France? C'est une vaste question, mais Oui. d'abord je dirais que je suis très redevable à ma famille parce que mes parents, ma mère et mon père étaient des militants. Ma mère travaillait à la manufacture des tabacs du Mans et mon père était cheminot. Ils n'étaient pas membres du Parti communiste, mais ils étaient des militants actifs de la CGT et ils étaient très fiers de valoriser la Pologne populaire. En tous les cas, c'était le choix qu'ils avaient fait parce qu'ils se sentaient d'une certaine façon aussi redevables au système politique qui avait contribué à la libération de la Pologne et qui avait contribué à lui redonner, en tous les cas, une existence et une unité, une fierté nationale. Voilà. Alors moi j'ai été élevé dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé mes activités professionnelles, j'ai travaillé à Air France. Il m'a semblé tout à fait normal, logique en quelque sorte, par rapport à ma culture familiale, d'adhérer à la CGT, puis par la suite au Parti communiste. Et comme je ne concevais pas d'être seulement adhérent, mais que je pensais qu'il était normal que je milite, que j'apporte ma contribution comme travailleur syndiqué, j'ai donc eu différentes responsabilités dans mon entreprise. J'ai été élu par les travailleurs et d'ailleurs ainsi jusqu'à mes responsabilités nationales à la CGT. J'ai donc exercé différentes tâches et on a voulu me faire confiance en m'en donnant d'autres plus significatives, plus importantes, en particulier dans la région parisienne, dans le département où se trouvait l'aéroport d'Orly, où je travaillais, et je suis là devenu le secrétaire général des syndicats de toute cette importante partie de la région parisienne que l'on appelle le Val-de-Marne. Quand je suis devenu le secrétaire général, j'étais déjà membre, j'avais déjà adhéré au Parti communiste et j'étais devenu entre-temps aussi un dirigeant du Parti communiste de la fédération donc du Val-de-Marne, qui est une fédération parmi les plus puissantes du Parti communiste et où militait entre autres le secrétaire général de Georges Marchais. Voilà. Et donc très très vite, on m'a confié des responsabilités nationales. J'ai été un des plus jeunes membres pas un des plus jeunes, le plus jeune membre du comité central du Parti communiste, où je suis rentré en 1981, et quelques temps plus tard, par ailleurs, je suis aussi devenu membre de la direction nationale de la CGT. Voilà, j'ai exercé ces deux responsabilités dans une démarche très indépendante et très dissociée, et l'une de l'autre, parce que c'était aussi ma conception. Mais je militais activement au parti et j'assumais mes responsabilités à la CGT en toute indépendance. Voilà. Et puis, à la fin des années 80, j'ai, dans mes responsabilités, assumé plusieurs tâches internationales et entre autres des responsabilités qui m'ont remis en contact avec la Pologne
et avec le mouvement syndical polonais. Et puis en 1990, je suis devenu le responsable des relations internationales de la CGT. Voilà. Et à ce titre, bon, j'ai essayé de développer, de contribuer comme responsable international et aussi comme dirigeant national de la CGT, une activité permettant d'ouvrir la CGT à la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle était, telle qu'elle est, du mouvement syndical international, c'est-à-dire un mouvement syndical qui est très diversifié, qui est d'orientation, de pratiques, d'histoire extrêmement variées. À mes yeux, ce qui était important, c'était de construire une activité internationale qui puisse permettre d'être utile aux luttes, d'être utile à l'action des travailleurs où qu'ils se trouvent, et simultanément, parce que c'est aussi notre conception à la CGT, non seulement agir pour des revendications immédiates, mais aussi agir pour une transformation de la société, c'est-à-dire avoir notre vision propre d'un changement de la société qui réponde à la fois aux besoins immédiats, mais aussi plus lointains en quelque sorte, des travailleurs, et d'avoir une responsabilité étendue dans l'exercice du pouvoir, à la fois économique, social, politique, depuis leur entreprise jusqu'aux affaires de l'État. Voilà. Alors j'ai travaillé à ça avec beaucoup d'autres organisations et nous avons réussi à construire à cette époque un mouvement syndical international combatif, unitaire, et qui a ouvert un certain nombre de perspectives permettant d'envisager un renouveau du syndicalisme international. Car il faut savoir que avec la chute de l'Union soviétique, avec le changement du rapport de force international, on a eu une évolution importante du syndicalisme international qui a été entre autres marquée par l'affaiblissement de la Fédération syndicale mondiale, à laquelle d'ailleurs la CGT était non seulement adhérente, mais une des organisations fondatrices à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était l'organisation qui regroupait à cette époque toutes les organisations syndicales dans le monde, en particulier celles qui avaient vaincu le fascisme. Voilà. Alors, bon, j'ai donc travaillé à cette démarche nouvelle qui se voulait donc très, très ouverte, une démarche unitaire, démarche respectueuse des autres, sans pratiquer, comme le font malheureusement certaines organisations syndicales, une forme d'exorcisme ou d'exclusion à l'égard d'autres, d'ostracisme plutôt, à l'égard d'autres organisations. Et donc, voilà mon travail au département international. Ça s'est conclu à la fin des années 90, début 2000, où la CGT a procédé, à la faveur de certains événements, a procédé à une réorientation de son travail politique, donc à la mise en œuvre d'une autre stratégie que je dirais plus conciliatrice avec les institutions, avec une démarche de caractère de négociation, disons, de concertation, beaucoup plus que précédemment où nous considérions que dans un rapport de force, ce qui était essentiel est l'action avant d'engager quelque discussion que ce soit avec l'adversaire, que ce soit le gouvernement ou que ce soit le patronat. Donc j'ai exprimé mes désaccords à cette époque, et y compris mes désaccords avec une vision un peu illusoire et idyllique de ce qu'était la construction
de l'Union européenne, qui, à mes yeux, est et toujours une construction capitaliste de surcroît souhaitée et voulue par les États-Unis pour permettre de garantir en quelque sorte en Europe, vieux continent de tradition de lutte et de tradition ouvrière, de garantir le développement d'un néolibéralisme extrêmement destructeur sur le plan social, rôle qui est celui de l'Union européenne, avec toutes les conséquences que l'on sait depuis de nombreuses années, l'augmentation très très importante du chômage et de la précarité, de la pauvreté, je dirais en particulier dans des pays comme les nôtres, comme l'Allemagne ou la France, où l'on voit une extension de la pauvreté de masse, qui est d'ailleurs à l'origine, pour une part, des conflits que nous connaissons. Voilà. Alors voilà, c'est un peu résumé Oui. ce qu'ont été mes activités pendant toute la période, disons, de mes activités professionnelles à Air France, puis mes responsabilités syndicales et politiques. Mais aujourd'hui, le combat continue. Alors, où en est-on? Le combat continue, j'allais dire inévitablement, parce que la situation des travailleurs s'est sensiblement dégradée, et que, bon, ce n'est pas le fait d'une sorte de fatalité, c'est le résultat d'orientations politiques, sociales, économiques, qui ne sont pas indifférentes à la crise, et surtout la crise qui vient dans toute sa dimension, puisque l'on peut dire que la marchandisation de la vie économique, mais pas seulement environnementale, par exemple, aujourd'hui a atteint un tel niveau que le divorce s'accroît entre les besoins des gens, les besoins des peuples, et ce système oligarchique qui s'est mis en place et qui n'a pour finalité que de réduire par tous les moyens la protection sociale, comme nous le voyons actuellement à travers les luttes sur les retraites. En fait, nous sommes de plus en plus confrontés à des choix de société, et je pense que c'est quelque chose dont bien des gens, bien des travailleurs ont conscience. Je lisais récemment une enquête de la commission du laboratoire, plutôt, Edelman, qui est un laboratoire de prospective économique, sociale et politique, qui produit un rapport annuel et qui montre d'une façon significative mondialement que près de 71% de la population mondiale considère que le système capitaliste est un système incapable de répondre aux besoins humains, et qui est un système par ailleurs extrêmement dangereux pour le devenir de l'humanité, et 73% de cette enquête dans différents pays sur les 5 continents fait apparaître le besoin d'un changement de système d'une façon très très nette. J'en tire la conclusion donc que ce divorce, que cet écart, que ce ravin entre les besoins des gens et les réalités économiques et sociales qu'on cherche à leur imposer au bénéfice de quelques-uns, car si la situation ne cesse de se dégrader pour les peuples et les travailleurs, dans le même temps, on voit cette explosion des profits, de la richesse. La France, par exemple, est le pays en Europe
qui reverse le plus haut niveau de dividendes à ses actionnaires. Moi, j'ai été particulièrement scandalisé quand j'ai vu que le président directeur général de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui a été arrêté au Japon et puis qui a réussi à s'en échapper, touchait de salaire uniquement près de 15 millions d'euros par an et qu'il avait été capable d'organiser au château de Versailles une réception pour 130 de ses invités à l'occasion de son anniversaire qui avait coûté la bagatelle de 1 250 000 euros. Voilà. Eh bien, cette richesse insolente, cette explosion du nombre de milliardaires, il faut savoir que le chiffre de milliardaires, nous en connaissons au niveau mondial, je crois, près de 2600, a augmenté de près de 500 au cours des 5 dernières années. Cette richesse insolente, à une extrémité, est une véritable insulte à l'égard de ceux qui connaissent et vivent quotidiennement ces inégalités qui s'accroissent dans tous les domaines de leur vie.